Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Développer vos capacités en leadership humanitaire. Je m'appelle Myriam, je suis enseignante associée du diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire au Center for Humanitarian Leadership qui est basé à Melbourne, en Australie, à Deakin University. J'assure la gestion académique du diplôme d'études supérieures de leadership humanitaire dont on va parler aujourd'hui. Avant de rejoindre l'équipe en janvier de cette année, j'ai enseigné le français au lycée franco-australienne de Melbourne et à l'université Monash University. J'ai également occupé différents postes en gestion administrative, notamment dans l'humanitaire chez CBM Australie, comme assistante de direction auprès de la directrice des programmes internationaux. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour moi, ce matin pour vous, cet après-midi pour d'autres certainement, et de parler de leadership humanitaire ensemble et de comment transformer sa carrière. Je vais maintenant demander à nos intervenants de se présenter eux-mêmes, en commençant avec notre marraine de promotion de cette année, Françoise Sévignon. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi je suis ravie d'avoir pu me joindre à vous et d'entamer donc avec une brève présentation, on vous a demandé une petite minute. Je suis effectivement marraine de la promotion 2020-2021 du centre. Je suis médecin radiologue de formation, j'ai aussi des diplômes en santé publique. Voilà, j'ai un parcours professionnel qui s'est beaucoup construit à l'étranger également, donc qui est un peu inhabituel. J'ai un engagement associatif qui est très ancien auprès des associations de lutte contre le VIH. C'était dans les années 80. Ensuite, j'ai été présidente de Médecins du Monde Pays-Bas, puis présidente de Médecins du Monde France de 2015 à 2018. Actuellement, je viens d'être élue vice-présidente de Reporters sans frontières, donc une autre organisation que vous connaissez probablement, qui défend la liberté de la presse et qui protège les journalistes. Je suis également co-responsable du groupe Europe, Asie centrale et Russie pour Médecins du Monde. Bon, j'ai d'autres projets, mais en tout cas, c'est en tant que marraine de cette promotion que je me joins à ce séminaire. Un grand bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Françoise et bienvenue. Ségolène Guillaumin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis présente aujourd'hui à deux titres, à la fois en tant qu'enseignante et également responsable de simulation dans le cadre du diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire auprès du Centre for Humanitarian Leadership. Et j'ai auparavant travaillé depuis une vingtaine d'années dans le secteur humanitaire, dans différentes organisations. Mon dernier poste auprès d'Action contre la faim en tant que directrice régionale adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui est la zone sur laquelle je me suis plus particulièrement spécialisée tout au long de ces 10 dernières années. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter davantage de ce diplôme. Merci Ségolène. Et à Mamadou Diop maintenant. Bonjour tout le monde et merci pour votre présence. Donc moi je suis Mamadou Diop. Je suis titulaire d'un master en finance d'abord et ensuite un diplôme universitaire en santé publique. Je travaille chez Action contre la faim depuis 10 ans maintenant. J'ai l'habitude de dire ça commence à faire long, mais voilà, c'est un long cheminement parce que j'ai débuté en tant que volontaire dans l'organisation au sein du bureau régional en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ensuite, j'ai eu à occuper plusieurs fonctions de coordinateur administratif, financier, logistique et d'autres fonctions sur le plan technique avant de me retrouver directeur pays sur la Mauritanie et un acting directeur pays au Mali et dans certains pays de la région. Et aujourd'hui, depuis 2016, je suis le représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour Action contre la faim. Je suis aussi diplômé de cette formation, donc du diplôme de leadership humanitaire,
Et en même temps, depuis l'année dernière, donc depuis 2019, je suis coach dans cette formation. Merci. Merci à toi, Mamadou. Alexandre Lecuzia. J'enlève le micro, enfin je mets le micro. Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Lecuzia. Je suis responsable des urgences pour le Programme alimentaire mondial dans la zone Afrique de l'Ouest et centrale. Merci de cette invitation et ravi de parler de leadership avec vous et notamment du programme dont on va parler aujourd'hui. La raison principale pour laquelle j'ai été invité, c'est que j'ai contribué à élaborer un petit peu ce programme dans sa version francophone après avoir été coach et encadrant sur la version anglophone il y a quelques années. À l'époque, je travaillais pour Action contre la faim. J'ai été directeur des opérations pour la partie Afrique de l'Ouest et centrale. Et auparavant, j'ai un parcours d'une petite quinzaine d'années avec des ONG, notamment presque exclusivement Action contre la faim et Save the Children. Et je me suis spécialisé sur toutes les questions de leadership opérationnel, particulièrement dans les zones complexes, les zones de conflit, les États fragiles. Et à ce titre-là, le leadership est important. Je pense qu'on en parlera aujourd'hui. Très, très heureux de vous rejoindre tous aujourd'hui. Merci Alexandre. Je suis ravie aussi de vous présenter. Ouais, il va se présenter, mais Benoît Miribel, qui est parmi nous aujourd'hui, qui était le parrain de la dernière promotion l'année dernière. Merci Benoît. Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, je suis actuellement le président du Centre français des fonds et fondations, également dans une fondation qu'on a créée pendant le confinement qui s'appelle Une santé durable pour tous et qui travaille sur une approche One Health Sustainable, en fait, sans frontières entre la médecine animale, humaine, l'environnement, enfin, une grande démarche qui va faire l'objet d'une signature à la fin du mois durant le World Health Summit à Berlin. Donc, il y a l'humanitaire et puis il y a plus globalement notre santé mondiale et tous ces enjeux, maintenant que nous avons tous un masque sur la figure. Donc, j'ai été très heureux d'être parrain de la promotion précédente et de voir que c'est Françoise qui suit. Donc, j'ai été président d'Action contre la faim, j'en ai été aussi directeur général et j'ai aussi, dans cette structure avant, eu différents postes aux opérations, siège, terrain, à la communication. Donc, voilà, c'est une ONG que je connais très bien et à laquelle je reste attaché en tant que président d'honneur. Et puis, j'ai été aussi directeur de Bioforce dans le passé, il y a à peu près 20 ans. Bioforce, un centre de formation humanitaire où à l'époque, il fallait lui donner de la professionnalisation, accompagner l'aspect professionnel, l'administration, la gestion, les techniciens en eau, assainissement, enfin, tous ces domaines-là, il y a une vingtaine d'années, qui nécessitaient un peu plus de structuration. Et puis, alors, à côté, on a lancé le Forum Espace Humanitaire, qui réunit tous les 18 mois des dirigeants humanitaires, et aussi la Revue Alternative Humanitaire, une approche collective qui en est à son 12e numéro et qui a embarqué des savoir-faire de différentes ONG, dont MDM, avec aussi d'autres fondations. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cet échange. Merci beaucoup et merci à tous nos intervenants d'être présents parmi nous. On est effectivement bien entourés aujourd'hui de manière virtuelle et nous sommes également très contents de vous accueillir, même si on ne vous voit pas. On sait que vous êtes nombreux d'être là parmi nous et on se réjouit de partager ce moment ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez le faire de manière anonyme ou nominative par le Q&A, donc par les questions-réponses. Ne vous inquiétez pas, personne à part le panel voit vos questions, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez. Il n'y a pas de questions qu'il ne faut pas poser. Toutes les questions sont intéressantes et on est content d'y répondre tout à l'heure. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site du CHL peu de temps après l'événement. Nous allons commencer par une petite intervention de Françoise Sivignon qui va nous présenter son expérience de leadership humanitaire. Merci Françoise. Merci.
Oui, donc rapidement, hein, là, dans 2-3 minutes. Alors, présenter une expérience de leadership humanitaire. Je pense que si on parle déjà de leadership, il y a des capacités propres de chacun, hein, à avoir envie d'être un leader, à être curieux d'un environnement tel qu'il se présente à nous. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à partager avec vous au début de mon intervention. Il est vrai que mon métier de médecin m'a beaucoup incité à prendre des décisions. Je pense qu'un leader, avoir du leadership, c'est être capable de prendre des décisions. Quand on est médecin, forcément, on a des décisions qui parfois engagent une vie, donc ce sont des décisions importantes, mais quel que soit le degré de responsabilité, je pense que cette prise de décision, elle doit être bien présente, et être en responsabilité de prendre ces décisions est absolument essentiel. Donc il faut être curieux de son environnement. Je pense qu'on n'est pas on développe un leadership humanitaire quand on est capable de s'approprier un environnement, une culture, des acteurs qu'on ne connaît pas forcément quand on arrive sur certains terrains. Ça, c'est la première chose. Donc du travail, je pense que les uns et les autres, on est bien conscients que sous le terme de leadership, il y a du travail autour de ces connaissances que je viens de citer et bien au-delà. En second lieu, je dirais qu'il faut être en capacité, j'espère que je l'ai modestement fait, en tout cas pour Médecins du Monde, et que je suis en train de l'évoquer sur une autre composante avec Reporters sans frontières, d'élaborer une stratégie. Élaborer une stratégie, c'est encore une fois connaître le contexte, savoir anticiper aussi bien localement que globalement un contexte, un environnement. Ça permet de prendre de bonnes décisions au bon moment. Il faut savoir bien s'entourer également, et clairement, je pense que les équipes telles qu'elles se présentent, les partenaires tels qu'ils se présentent également sont importants dans l'élaboration d'une stratégie, une stratégie partagée. J'aime bien citer le fait que, en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé d'avancer pour Médecins du Monde, il est bien question d'élaborer pour un leader un projet politique, pas politique au sens traditionnel du terme. La politique, c'est bien au-delà de ce que les politiques ou nos gouvernants nous présentent. C'est véritablement des activités, des ressources humaines, des financements. Donc un projet politique, c'est tout ça mis côte à côte. C'est des partenaires qui travaillent avec nous, et donc l'anticipation revient au premier plan, et cette élaboration. Pardon Françoise de vous couper, mais on ne vous entend plus. Merci. C'est bon là ? Oui, très bien. Avoir une vision partagée, c'est bien évidemment travailler et construire un projet, encore une fois ce projet politique, je ne sais pas si vous m'entendiez quand je parlais de projet politique, avec les personnes concernées par ce projet, bien évidemment. Bon, à Médecins du Monde, mais dans toutes nos organisations, nos associations, on ne fait rien sans les personnes concernées, sans les partenaires. Donc faire à la fois en local, s'approprier le local, et faire au global, c'est-à-dire connaître, avoir une connaissance et une curiosité de ce qui se passe dans le monde humanitaire, bien évidemment. Et enfin, je dirais que, et j'espère l'avoir fait aussi modestement, c'est savoir communiquer ce projet, communiquer auprès des équipes, partager les avancées, partager la stratégie, communiquer auprès des médias, communiquer auprès des gouvernants pour faire passer ce projet, pour appuyer un projet. Voilà, faire vivre le projet, ça me paraît essentiel dans les capacités que j'ai pu développer ou qui demandent à être développées dans ce qu'on appelle le leadership humanitaire. Merci beaucoup Françoise. On va continuer notre discussion sur le leadership humanitaire et partager les expériences les uns les unes avec les autres. Je vous rappelle de partager vos questions, de ne pas hésiter. Et après cette discussion, on aura un temps pour répondre aux questions ensemble. Alex, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours professionnel et comment tu as progressé en tant que leader pendant ta carrière? Oui, avec plaisir. Tu m'entends bien, là, Myriam? Oui, très bien. Ok. Oui, avec plaisir. Et j'ai réalisé au moment où Mamadou faisait son introduction qu'on avait plusieurs points communs. J'en connaissais déjà quelques-uns, mais moi aussi, j'ai commencé en tant que volontaire et moi aussi, j'ai commencé sur des fonctions plutôt support. D'ailleurs, j'étais administrateur
au Soudan. C'était ça ma toute première mission. J'étais au Darfour et je m'occupais d'un sous-bureau qui était à Niala. C'est comme ça que j'ai débuté dans le secteur. Et c'était intéressant d'ailleurs de travailler sur la fonction support, puisqu'en général, les fonctions support s'adossent à la vision. J'aime bien ce que Françoise a dit en introduction sur l'importance de la vision et sur l'importance de la cohérence qu'on donne à toutes les différentes fonctions autour de ce projet-là. Je pense que c'est un point extrêmement important qu'on pourra discuter un petit peu aujourd'hui et qui certainement est au cœur de ce programme, donc c'est particulièrement intéressant. Et suite à ça, j'ai assez rapidement voulu prendre plus de responsabilités justement pour exercer une forme de leadership. Et bon, progressivement, de manière relativement classique, donc d'abord responsable d'un sous-bureau, puis après responsable d'une zone. J'ai aussi été directeur pays ensuite. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'était de pouvoir prendre des postes où je pouvais justement apporter ce projet. Et je pense que c'est important de dire qu'il ne faut pas attendre d'être tout en haut pour porter ces projets-là. Et qu'à chaque étape, que ce soit un niveau projet, que ce soit un niveau sous-bureau, que ce soit un niveau bureau pays, bureau régional, chacune des étapes, je trouve que arriver sur ce poste-là en ayant une idée, qui n'est pas toujours très affinée, mais une idée de ce qu'on veut en faire. Et sur le temps qu'on se donne pour ce poste-là, ça peut être 1 an dans les zones les plus compliquées, ça peut être 3-4 ans quand on commence à être sur des postes de direction, et d'avoir déjà très rapidement dans sa prise de fonction cette idée, et être capable effectivement, comme disait Françoise, de la communiquer. Et très rapidement de dire, voilà les choses que j'aimerais qu'on mette en place tous ensemble sur cette période-là. Et je rajouterai une chose aussi qu'on discutera, et je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'échanges là-dessus, sur le comment faire, comment mettre en œuvre cette vision, c'est aussi une histoire de valeur. Et qu'est-ce qu'on veut porter comme valeur autour de ce projet-là? Et je pense que c'est une chose extrêmement importante, particulièrement dans une forme humanitaire du leadership, mais je crois que ça s'applique à toutes les formes de leadership. Et ce qui permet le succès des personnes qui sont en mesure de l'exercer, c'est aussi ça, c'est de dire qu'est-ce que moi j'apporte personnellement, quelles sont les valeurs que je veux transmettre avec ce projet, qu'est-ce qui sera la force derrière cette vision. Et moi aussi, très modestement, encore plus modestement que François, j'essaie de l'appliquer dans les différentes fonctions. Et à l'heure actuelle, dans une fonction assez intéressante, puisque en étant responsable des urgences sur une zone géographique comme l'Afrique de l'Ouest et centrale, il y a évidemment énormément de travail, avec la particularité que je suis sur un poste où je n'ai pas de lien hiérarchique avec les opérations. Donc, je suis là pour conseiller les directeurs pays et les directeurs régionaux de la zone. Et on pourra y revenir aussi, peut-être s'il y a des questions là-dessus, comment exercer du leadership quand on n'est pas le leader. C'est quelque chose que je crois ce programme apprend particulièrement bien à faire. Je m'arrêterai là si ça te va. Très bien, merci. Et j'aimerais, je reviens à Mamadou d'ici quelques instants, mais j'aimerais d'abord demander à Françoise et à Benoît, en pensant à ce que Alexandre vient de nous partager sur les valeurs, mais peut-être sous un autre angle aussi. Est-ce que vous voulez bien nous parler de la gestion d'équipe? Comment est-ce qu'on s'établit ou se positionne comme leader ou leaders efficace? Je ne sais pas si je commence ou Allez. gestion d'équipe. Alors là aussi, c'est très progressif et c'est peut-être propre aussi à chaque organisation. En ce qui concerne Médecins du Monde, les équipes sont pour moitié des bénévoles et pour moitié des salariés, ce qui fait un contexte humain particulier, parce que le bénévole ne se comporte pas malgré tout comme un salarié, pas en termes de réponse à des valeurs. Je veux dire, on a tous des valeurs partagées, un projet associatif partagé, mais dans les engagements, ils peuvent être sensiblement différents. Donc la façon de gérer des équipes de bénévoles et des équipes de salariés est très différente. Mais je crois que le modèle de Médecins du Monde est assez spécifique. Encore une fois, je pense qu'un leader qui a des convictions et qui sait les porter auprès des équipes, quelles qu'elles soient, les porter auprès des personnes concernées par nos projets, ça permet dans le même temps de fédérer autour de ce projet. Et encore une fois, je tiens beaucoup à cette notion de projet politique, je veux dire, embarquer tout le monde, pas seulement sur le côté santé, comme pourrait on pensait de Médecins du Monde, on n'est que sur des soins, on est bien au-delà des soins. Un projet réussi et un leader qui sait imposer un projet, c'est embarquer tout le monde sur bien au-delà de l'objet social tel qu'il se présente auprès des différents acteurs. Mais je veux pas monopoliser la parole, je vais laisser Benoît peut-être continuer. Oui, merci. Tout ce qu'il dit là est très intéressant et
je ne peux que l'appuyer. Je dirais aussi qu'un leadership doit prendre en compte les différentes aspirations, doit surtout aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur de l'organisation pour pouvoir s'imprégner des réalités aussi qui sont parfois pas les mêmes, pour situer la structure, l'organisation par rapport à tous ces enjeux. Et puis je pense aussi qu'un leadership, s'il est capable de prendre les aspirations, d'en faire la synthèse des différents courants, de les reformuler, doit aussi savoir prendre des décisions. Si vous vous dirigez vers un leadership humanitaire, que vous soyez dans un programme humanitaire sur le terrain ou que vous soyez au siège, du moment que vous avez un leadership à exercer, vous avez des décisions à prendre. Et ça, les décisions, c'est voilà, basé sur quoi? Les prendre comment? C'est tout un enjeu aussi pour renforcer votre leadership ou le remettre en question en termes de perception. Voilà, c'est aussi une façon de faire qui s'apprend hein, avec l'expérience. Je dirais, pour exercer un leadership aussi, je rajouterais qu'il faut avoir une énergie. Il y a des moments dans nos vies, nous tous, on a des moments où on a beaucoup d'énergie, des moments où on en a moins. Et donc, il faut être préparé à ça. Quand Françoise prend la présidence, accède à la présidence de Médecins du Monde, ou que ça m'arrive moi, Action contre la faim, c'est des engagements forts qui ont un impact sur la vie privée à côté, qui dépassent. Pareil, quand vous êtes sur des missions humanitaires, vous savez à quoi vous vous engagez et donc le leadership fait que, par essence, il faut une forte énergie. Merci beaucoup. Mamadou, est-ce que tu veux bien nous parler un peu des traits essentiels que tu considères être indispensables pour être un leader efficace ou peut-être les traits de personnalité ou de caractère? Merci Myriam. Alors, moi j'aimerais bien qu'avant même de parler des traits, qu'on comprenne, qu'on replace un peu la place du leader dans le contexte et dans un groupe, parce qu'il est important de comprendre que sans les personnes autour de soi, sans une équipe, sans une communauté, on ne peut pas être leader. Hein. Donc on ne peut pas être leader tout seul en se disant je fais bouger les choses et j'essaie de faire pour que ça marche. Ça, c'est important. Et pour ce faire, justement, pour avoir ces personnes, ces gens, son équipe autour de soi et qui adoptent, qui adhèrent à la stratégie ou à la vision qu'on veut donner et à la confiance en premier. Je pense que c'est important de développer cet aspect-là parce que si on se sent en sécurité dans une communauté, dans un groupe ou dans une équipe, c'est parce que on peut se confier ou on peut voir la personne qui nous mène ou la personne qui rassure. Ça peut aussi ne pas être le directeur, mais ça peut être une personne dans le groupe, nous rassurer ou nous donner les éléments de confiance. Donc pour moi, c'est un des points majeurs à intégrer dans la qualité d'un leader. Ensuite, je ne vais pas être je ne vais pas développer beaucoup d'aspects, mais sur les deux autres caractères sur lesquels j'aimerais insister, c'est la conduite de changement. Il faut que, une fois qu'on a cette adhésion-là et qu'on a cette vision de là où on veut aller, là où on veut mener tout le groupe pour l'atteinte de nos objectifs, qu'on puisse conduire le changement. Le changement, ça peut être dans la vision, dans la manière de fonctionner, ça peut être aussi dans l'engagement. Parce que je pense que tous les intervenants l'ont souligné tout à l'heure dans leur prise de parole. L'engagement est important parce que si on n'a pas un point d'achoppement, si on n'a pas une vision claire de là où on veut aller, il est difficile de dire que je vais me diriger dans ce sens-là ou je vais développer un leadership quelconque. Donc ça, c'est quelque chose d'important à développer. Et en dernier lieu, il faut savoir prendre les décisions quand il le faut. Je vois sur les questions-réponses, il y a certains qui posent déjà les questions de dire mais on a l'habitude de demander au leader, il faut prendre les décisions quand il le faut. Mais ce n'est pas que la décision elle est difficile, hein, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que lorsque on est sur une situation d'urgence, lorsque on veut sauver des vies, lorsque les équipes sont en danger ou lorsque les populations elles-mêmes ont besoin d'un soutien, d'un minimum de soutien, il faudra savoir les prendre ces décisions, se dire, OK, je vais passer par cet aspect-là pour atteindre mes objectifs.
Et pour prendre ces décisions, il est important d'avoir l'information. Parce que l'information est capitale. Sans information, on ne la prend pas cette décision facilement. Donc, une bonne analyse nous conduit à bien nous positionner par rapport à l'attitude que nous allons avoir face à une situation et prendre la décision quand elle est nécessaire. Merci beaucoup. Super, merci Mamadou. Et ça tombe bien que tu aies parlé du changement, parce que c'est justement la question que je voulais poser à Benoît. Je sais aussi que Benoît Miribel et Françoise Sivignon doivent bientôt nous quitter. Donc, une dernière question pour chacun avant de partir. Benoît, est-ce que vous voulez bien nous partager une petite histoire ou une petite anecdote de votre passé ou votre présent, peut-être sur un changement que vous avez vu au sein d'une de vos équipes? Et pour Françoise Sivignon, une question d'une participante. Docteur Françoise, je voudrais vous demander de nous donner des détails, voire des exemples sur l'appropriation du local et du global. Merci. Écoutez, je réponds à la question. Lorsque je deviens président d'Action contre la faim, j'avais été directeur dans le passé, il y a évidemment beaucoup de visions différentes à cette époque-là, en 2010, qui viennent. Vous imaginez une grande maison comme Action contre la faim ou Médecins du Monde, c'est grande ONG, il y a différents points de vue. Donc c'est un leadership qui est différent de celui que vous exercez quand vous avez un programme où vous êtes chef de mission, où les choses sont plus cadrées, plus carrées, puisque là c'est effectivement l'évolution d'une structure. Et donc la communication, comme le disait Françoise, est très importante. La communication, c'est des mots, c'est des perceptions, il y a des émotions, il y a des tas de choix à faire, les moyens sont limités. Donc, finalement, en discutant, ce qui a été demandé, ce que souhaitait le Conseil, c'est que je puisse faire un acte de foi. Donc, j'ai écrit une note de 3 pages, une fois élue, pour qu'elle soit discutée. On a mis en place des groupes de travail avec des administrateurs, des bénévoles, des salariés. Et tout ça a permis, au bout de quelques mois, de nous accorder. Donc, voilà, de pouvoir avoir l'adhésion, de pouvoir nous accorder sur des mots, sur des priorités. Un exemple voilà, de leadership qui prend en compte les aspirations et qui prend en compte les perceptions des uns et des autres et pour pouvoir nous accorder sur nos priorités, puisque à la fin, on a quand même des ressources humaines et financières limitées. Donc, de savoir ce qu'on pourra faire, ce qu'on ne pourra pas faire. Je le dis souvent, tout le monde a peut-être envie d'aller vers le nord, mais vers le nord, c'est quoi? Pour certains, c'est aller à Lille, d'autres à Bruxelles, d'autres d'aller en Suède, d'autres d'aller au pôle Nord, d'autres d'aller sur les étoiles. Enfin, de quoi parlons-nous? Et ça, en leadership, c'est toujours important aussi de faire reformuler pour une sérénité. Donc, vous voyez que ça s'accompagne après, quelque part, de choses écrites, ce qu'on appelle des orientations stratégiques, et qui se déclinent aussi, donc une certaine forme d'outils et qui sont nécessaires et que l'on apprend dans les enseignements de leadership humanitaire aussi, c'est manier les outils de management qui ne sont pas dans une logique business, mais qui sont dans une logique de sens, de finalité humanitaire. Mais on a intérêt à avoir les meilleurs outils pour ça aussi, au service de nos finalités. Merci bien Benoît et merci d'avoir partagé cette belle image plutôt d'aller vers le Nord. À très bientôt parce que je vais écouter Françoise et après je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup de votre présence parmi nous et oui, vous pouvez partir quand vous devez le faire. Françoise, merci. Merci. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester, mais je serai attentive à en tant que marraine à la suite des opérations. Juste une chose pour en revenir aux qualités ou quelque chose qui me paraît nécessaire dans le cadre d'un leadership bien mené. Je pense qu'il faut une certaine empathie. Alors, c'est peut-être quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, empathie au sens non seulement avec les personnes qu'on accompagne, mais avec l'ensemble des équipes et des acteurs. Sous empathie, il y a beaucoup de choses à développer, mais je pense que cette empathie est absolument nécessaire et ça va très bien aussi avec le maintien de liens tout à fait réguliers avec les équipes, les partenaires, etc. Ne jamais s'isoler. Ça a été un des biais à un moment d'une présidence passée d'MDM et je sais que le leader ne doit pas s'isoler, ce n'est pas propre au champ humanitaire, mais vraiment l'isolement et les décisions prises seules, c'est pas une bonne façon de se comporter. Alors, sur la question de s'approprier le local versus le global,
j'ai déjà dit un peu, en fait, le local, c'est comment on construit avec les équipes, évidemment, les personnes concernées, les partenaires, ce projet, les activités et bien au-delà des activités. Moi, j'ai beaucoup insisté quand j'étais présidente de Médecins du Monde pour faire partie du Grand Bargain, que vous connaissez tous probablement. Donc, MDM a signé ce Grand Bargain. Je sais que c'est un process qui est un peu en jachère en ce moment, qui s'est pas amplifié à mon grand regret. Et quand on voit ce qui se passe maintenant avec la pandémie, on a d'autant plus besoin des capacités, des compétences locales de tous les acteurs locaux pour avancer. Mais ça, c'est à titre d'exemple, c'est comment le local prend de plus en plus d'importance. Et le Grand Bargain, pour moi, même si politiquement ça a été peu soutenu, c'était une des façons de faire pour que le local croisse et s'amplifie. Donc après, être attentif au local, bien évidemment, et au global, c'est suivre évidemment l'actualité humanitaire, mais bien au-delà. Si je prends l'exemple, moi pour l'instant je m'occupe du Haut-Karabakh, hein, vous êtes au courant de ce qui se passe dans cette zone séparatiste dans le Caucase du Sud, c'est non seulement ce qui se passe localement, donc ce conflit qui recommence, mais c'est comment ça explique une grande partie du contexte régional et global, avec tous les acteurs en présence. Donc je pense que pour prendre de bonnes décisions, il faut travailler. Ça, encore une fois, c'est une de mes caractéristiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé toute ma vie, mais je pense qu'on ne peut pas s'improviser comme ça, expert de zone locale ou expert de zone ou expert global, sans avoir ce travail de fond et ces connaissances. Et donc, terrain après terrain, contexte après contexte, être capable de s'approprier le contexte, les personnes telles qu'elles se présentent culturellement, économiquement dans les zones d'intervention, et bien au-delà, être attentif donc au monde humanitaire. Et Benoît citait l'alternative humanitaire, donc cet ouvrage qui est mené, Benoît est plus au courant que moi, bien évidemment, des contenus de ces ouvrages, mais c'est un des outils. On a énormément d'outils pour s'informer. Et tout ça, ça fait beaucoup de temps passé, mais je crois que un bon leader, un leadership humanitaire assumé, c'est à la fois être attentif, c'est ce qu'on se rappelle, au local si on est sur un projet particulier, mais savoir tout de suite et rapidement élargir à ce que le monde nous présente en termes de problématiques humanitaires et bien au-delà des problématiques humanitaires. Merci. Dernier point, il se trouve qu'avec Reporters sans frontières, vous voyez, c'est un autre champ, l'objet social est différent, mais on voit tellement de points de croisement avec ce que vous faites au quotidien, c'est absolument fabuleux, quoi. Je veux dire, finalement, ce ne sont pas l'objet social, ce n'est pas du soin comme Médecins du Monde, mais il y a tellement de problématiques partagées que c'est presque la même chose, en quelque sorte. Merci beaucoup Françoise et Benoît. On vous remercie beaucoup de votre passion partagée avec vous aujourd'hui, avec nous plutôt aujourd'hui. Et on vous remercie pour votre cœur pour nous et pour cette formation et pour la formation en général, de pouvoir s'équiper et améliorer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. À très bientôt. Ciao. Alex, je pense que tu as des questions que tu voulais poser aux participants. Et j'en ai une, je pense que c'est peut-être la même pour toi. Qui est pour toi un grand leader, une grande leaduse? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de personnalités qui t'ont inspiré? Alors, je peux, oui, et je note aussi qu'il y a déjà 26 questions dans le chat, donc j'imagine qu'à un moment, on va en prendre aussi quelques-unes. J'ai regardé rapidement, et il y en a qui sont intéressantes, donc on pourra prendre celle-là aussi plutôt que de poser les miennes, parce que je vois que c'est très actif. Je profite juste avant de répondre à ta question de saluer mes collègues du Burkina Faso, puisqu'ils ont la gentillesse dans le chat de me saluer depuis Ouaga, donc bonjour à tous. Il y en a plusieurs qui m'ont inspiré, et avant de vous rejoindre, parce que j'anticipais un peu la question qu'elle me soit retournée, donc j'ai quand même réfléchi un tout petit peu, et il y en a deux qui me sont venus un peu spontanément, et pas du secteur humanitaire, mais les deux pour les qualités dont on a un petit peu parlé déjà, à savoir vision, courage, le courage de mettre en place les décisions les plus difficiles qui vont soutenir cette vision, les valeurs
qui soutiennent cette vision et la capacité au changement dont parlait Mamadou. Et les deux personnes qui me sont venues assez spontanément, alors une qui est mondialement connue, qui s'appelle Barack Obama, qui, je trouve, à plusieurs reprises illustré ce leadership dans plusieurs moments. Et la deuxième personne, qui est peut-être un petit peu moins connue mondialement, mais pour un public francophone, ne sera pas complètement étranger, c'est Christiane Taubira, une femme politique française qui, à mon sens, est un exemple de leadership extrêmement inspirant. Elle a eu à faire face à énormément d'opposition politique sur ses idées et elle a défendu ses idées en mobilisant, je crois, ses valeurs, de partager une vision pour le plus grand nombre, d'avoir le courage de porter ça et dans des combats politiques rudes. La capacité au changement sur des choix sociaux était extrêmement compliquée. Elle a été garde des Sceaux. Alors pour moi, ça c'est le genre de figure qui illustre assez bien les valeurs qu'on veut donner. Et si tu me permets 15 secondes pour terminer ça et répondre à une ou deux questions qui sont sur universalité versus particularité du leadership. Et je pense qu'il y a deux grands éléments de réponse à ça. De mon expérience, évidemment, et ça n'engage que moi, pas le programme, mais ce que j'ai pu voir, c'est que non seulement il n'y a pas de leadership universel, mais de surcroît, le meilleur leadership sera celui que vous allez développer. Et c'est là que le leadership sera le plus incarné, le plus authentique et le plus fort, c'est quand vous y mettrez du vôtre. Donc, pour répondre à ces questions-là, n'espérez pas mimer d'autres, développer le vôtre. Néanmoins, ce qu'il y a, peut-être pas d'universel, mais en tout cas d'assez bien établi, c'est quand même ces grandes attitudes et ces grandes qualités qu'on retrouve quel que soit le secteur. Là, j'ai parlé d'exemples politiques, on pourrait trouver ça dans le champ culturel, dans le champ humanitaire, bien sûr, dans le champ économique. Il y a quand même certaines attitudes qui sont, à défaut d'être universelles, qui sont reconnues par tous les gens qui l'ont exercé ou qui ont eu à être emmenés par une ou un grand leader, de reconnaître ça, et notamment ce qu'on a déjà dit. Et je pense que développer ces attitudes-là de vision, de courage, d'emmener les équipes, ça, c'est des choses qui sont relativement universelles. Merci. Merci à toi. Mamadou, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui incarne le bon leadership pour toi? Oui, j'ai l'habitude de dire qu'une personne en particulier que tout le monde connaît, c'est Nelson Mandela, qui pour moi incarne carrément le leader modèle, surtout dans notre contexte, qui a pu partir d'une contestation d'un mouvement dans lequel il y croyait, il avait une conviction qu'il pouvait changer quelque chose, au résultat qu'on voit aujourd'hui et tout ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui a pu changer tout un peuple. Et c'est pour ça que je le cite en premier. Et en second lieu, je vais citer une personne qui a été marraine d'une des promotions de cette formation, qui est Jeanne Gapia. Je l'assimile un peu à Nelson Mandela parce qu'elle a su se battre de la même manière pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans son pays. C'est quelque chose, là aujourd'hui en 2020, on en parle, on se dit mais c'est naturel. Mais à l'époque, ce n'était pas une cause gagnée et il était difficile de faire entendre sa voix, surtout en tant que personne vivant avec le VIH. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de questions de vous, les participants, donc on va essayer de passer à quelques questions. En premier, j'aimerais demander à Alex ou Mamadou, le leadership est-il inné ou acquis? Moi, je veux bien commencer. Très bonne question. Question provocatrice peut-être? Oui. Je vais faire, si Alex, tu me permets, je réponds en premier. Donc, un petit secret, une fois dans ma vie, j'étais lectureur, en fait, j'ai donné des cours de management et j'avais l'habitude de dire aux étudiants que le management, c'est quelque chose d'inné. Et que on devrait, en fonction des situations données, se retrouver de manière très naturelle à prendre les décisions qu'il faut et à faire avancer les choses. Je fais cette parallèle entre management et leadership. C'est important parce que le chemin n'est pas très loin, n'est pas très éloigné.
Mais effectivement, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ça peut s'acquérir aussi, ça peut se développer. Ce n'est pas quelque chose où on sort de la maternité, on se dit, ben, celui-là, il va être un bon leader. Non, c'est quelque chose qui est constitué en fonction de ce qu'on a vécu, de notre vécu, de ce que nous vivons tous les jours. C'est quelque chose qui est renforcé par notre expérience. C'est quelque chose aussi qui est renforcé par les rencontres que nous avons au cours de notre vie. Et c'est quelque chose qui peut être subliminé ou ressorti par des formations comme celle que vous proposez aujourd'hui. Je vais donner l'exemple d'un aspect, c'est mon exemple moi-même. Lorsque je me suis inscrit à cette formation, au début, je me suis dit que c'était une énième formation en leadership, comme toute autre formation, et qu'on va me dire la même chose, qu'il faut prendre les bonnes décisions, qu'il faut savoir se positionner, qu'il faut faire les bonnes analyses, etc. Et la première chose qui m'a surpris, c'est la connaissance de soi-même. Et cette formation m'a permis effectivement de me retrouver face à moi, en fait. Ce que je rejetais ou ce que je projetais devant un miroir et de comprendre c'est quoi mes déviants, c'est quoi les choses que j'arriverais à supporter en tant que leader et c'est quel comportement je devrais avoir si demain je fais face à cette situation. Et je pense que c'est important cette introspection-là et cette connaissance de soi. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a une part d'expérience, oui, il y a une part d'apprentissage, mais aussi une part de soi-même pour tout ce qui est volonté, abnégation et envie d'y arriver. Merci. Merci beaucoup, Mamadou. J'aimerais te poser une autre question liée à ce que tu viens de partager. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation entre la connaissance de soi et ensuite pouvoir mener des autres et voir le changement chez les autres aussi? Tout à fait. Il y a un aspect qui est important lorsqu'on se cherche, en fait, lorsqu'on commence à comprendre un peu les dynamiques qu'il y a autour de soi, parce que tout est information, il faut bien maîtriser son environnement, il faut savoir qui on a en face de soi, il faut aussi essayer de comprendre les autres. Tout à l'heure, on parlait d'empathie, c'est important de se mettre à la place des autres et de voir quelles sont ses limites ou quelles sont les choses qui pourraient les sortir de leur zone de confort et qui pourraient les déséquilibrer. Donc, ce n'est pas notre rôle ou ce n'est pas notre volonté lorsqu'on est dans une équipe de montrer ou d'orienter vers des choses qui peuvent tirer l'équipe vers le bas. Donc, pour ne pas parler des déséquilibres. Donc, notre volonté, c'est plutôt de tirer tout le monde vers le haut. Donc, ça, c'est quelque chose de primordial à mettre en avant. Et pour ce faire, lorsqu'on se projette face à une personne qui est en face de nous-mêmes, on a tendance à s'identifier ou à se dire, mais quels sont mes critères, moi, de qualité que je mettrai en avant face à une personne. Et souvent, ces critères sont des choses sur lesquelles nous nous identifions d'abord, avant de les projeter aux personnes qui sont en face de nous. Et justement, pour s'identifier à ça, pour pouvoir comprendre la personne qui est en face de nous, il vaut mieux se comprendre d'abord pour pouvoir l'aider et pouvoir l'orienter et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, par rapport à cette connaissance de soi, et je vous assure que c'est une grosse surprise que j'ai eue moi-même en pratiquant ces éléments-là, en me disant, mais je pensais que j'étais capable de faire ça, mais je vois que je suis en face de mes limites. Et donc, comment moi, je peux faire pour améliorer cet aspect-là et d'être meilleur face à mes interlocuteurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à évoluer. Merci, et merci Mamadou aussi de ce partage personnel. Alex, j'ai une question passionnante pour toi. Pardon, et là, notre question précédente, c'était de la part de Kemanita. Merci Kemanita pour cette question sur le leadership inné ou acquis. Une question de la part de Zakaria pour Alex. Que faire lorsqu'étant un membre d'une organisation humanitaire intervenant dans une zone à forte influence terroriste, l'on se rend compte que certains acteurs de son organisation sont de connivence avec ces groupes terroristes?
Alors, je pense que c'est voilà, c'est une question très technique avec un cadre juridique sur lequel il faudrait développer très largement. Néanmoins, pour ce type de situation, je pense qu'il faut le raccrocher de manière plus générale à tous les dilemmes auxquels on fait face. Et dans le monde humanitaire, on est très fréquemment confronté à des dilemmes qui sont souvent de nature à mettre en situation de compromis certains principes directeurs sur lesquels on va s'appuyer. Et notamment pour les grands principes qui guident l'action humanitaire, sur toutes les dimensions de neutralité, d'impartialité, on est souvent amené à être dans des situations complexes où, et l'exemple de la question est pile là-dessus, où on va être confronté à des situations politiques où c'est compliqué. Et je pense que là-dessus, la manière dont le leadership doit s'exercer, c'est avant tout de se raccrocher à ces principes et à ces valeurs. C'est pour ça que j'insistais au départ sur quel est le projet qu'on porte, quelle est la vision qu'on porte. Elle n'est pas seulement celle d'un individu, elle est aussi celle d'une organisation, elle est celle d'un secteur, elle est celle d'un projet d'humanité en ce qui concerne l'humanitaire. Et donc, je pense qu'il faut se raccrocher à ça dans toute situation de dilemme. Et j'ai très souvent eu face à faire ça, notamment dans les situations de conflit. Et je peux prendre un exemple qui ne sera pas celui-là, mais qui peut s'en rapprocher un petit peu, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on va interagir avec des groupes armés non étatiques. Et dans ces cas-là, quelles sont les mesures qu'on va utiliser, qu'on va accepter. Et la notion importante pour répondre à cette question-là et à toutes les autres en termes de dilemme, c'est quel sera le compromis acceptable et quelle est la boussole qu'on va prendre. En tant que leader, qu'est-ce que je vais utiliser comme boussole pour faire comprendre à mes équipes la prise de décision qu'on va avoir dans ce cadre-là. En l'occurrence, dans la hiérarchie des principes et des valeurs, je pense que le principe d'humanité doit nous guider. Et que si on a des gens qui sont à risque de mourir à la cause d'une catastrophe, c'est là-dessus qu'on va aller pousser la recherche du compromis acceptable pour essayer de se rapprocher le plus possible de notre mission, celle qui nous est donnée en tant qu'humanitaire de manière générale, quelle que soit l'organisation, c'est de sauver des vies. Et dans ce type de crise et de conflit, et l'exemple qui est proposé est très valide en ce moment, enfin, dans un contexte comme ça, dans la partie centrale du Sahel, on est confronté à ça en permanence. Quel va être le compromis acceptable? Et là-dedans, il y aura le cadre juridique dans lequel je ne vais pas entrer parce que c'est spécifique à chaque pays. Il y a le cadre humanité, quels sont les besoins, et il faut absolument se centrer là-dessus. C'est quels sont les besoins, est-ce que je peux établir qu'il y a des gens qui sont à risque de mourir? Et si c'est le cas, quel est le compromis acceptable dans lequel moi je peux prendre la décision pour amener l'assistance à ces populations-là. Donc se raccrocher sur les valeurs, souvent, il y a eu plusieurs questions comme ça dans le chat sur comment on prend la décision, comment on prend ces décisions-là. La valeur que vous pourrez développer, enfin la compétence, pardon, que vous pourrez développer dans ce cadre-là, c'est être justement seul ou celui qui sera capable de prendre des décisions avec un niveau de complexité et d'ambiguïté et d'incertitude qui mettra en danger vos équipes, qui mettra en danger beaucoup de choses. Et là-dessus, raccrochez-vous sur les principes, raccrochez-vous sur les valeurs. Vous ne vous tromperez pas si vous êtes là-dessus. Et après, travaillez votre notion de compromis acceptable. Et pour revenir à ce que disait votre marraine de promotion précédente ou actuelle, ne décidez pas seul au départ, consultez beaucoup, ayez tous les avis contradictoires possibles. À la fin, c'est vous qui prendrez la décision. C'est ça le poids du leader, mais consultez. Merci beaucoup, Alex. Et notre prochaine et dernière question pour cette partie se rejoint un peu à ce que tu viens de dire. De la part de Colas, comment communiquer sa vision et transmettre sa valeur ou ses valeurs quand on se trouve entre nombreux leaders? Mamadou ou Alex, je vous laisse choisir. Entre-temps, je vous assure, nos participants, qu'on a beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir traiter toutes les questions aujourd'hui. Cependant, nous allons essayer d'y répondre par écrit et de vous faire part de nos réponses après le webinaire. Je vais tenter un début de réponse et puis je suis sûr que Mamadou rajoutera bien mieux que moi là-dessus. Mais ma première réponse à ça, c'est que vous ne serez jamais leader seul, en gros. C'est très rare et probablement pas très sain d'être seul leader. Ça amène à des comportements d'autocrate, c'est pas une très bonne chose. Donc, de manière générale, de toute façon, ôtez-vous de l'idée que vous serez un jour dans une situation où vous pouvez être seul leader ou alors vous serez, comme Mamadou le décrit au début, vous serez seul en fait. Vous êtes leader de vous-même
c'est déjà pas mal comme début, mais ça emmènera pas grand monde. Donc, il faut absolument être conscient du fait que ce sera très souvent entouré d'autres leaders, qu'ils en aient les attributs hiérarchiques, c'est-à-dire que vous serez dans une organisation où vous serez 3 ou 4 directrices ou directeurs à présider aux destinées d'une organisation, ou alors de manière quasiment systématique, et c'est le cas pour Mamadou et moi en ce moment. Mamadou est un leader, je suis un leader, et on se retrouve en réunion ensemble, et on est des partenaires, et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et c'est là où le leadership va s'exercer. C'est justement en vous confrontant en termes d'idées et de projets que vous allez faire émerger un projet qui va permettre d'avancer l'ensemble du système. Donc, emmener la vision, il y a évidemment une partie qui doit être sur l'élan, l'énergie dont on parlait un peu plus tôt aujourd'hui, la justesse du combat qu'on veut mener, la partie appropriée du projet, est-ce que c'est cohérent? Évidemment qu'il y a tout ça, mais au final, c'est comment est-ce qu'on crée des alliances pour aller vers des objectifs communs. Et en tant qu'humanitaire, ce qui nous rassemble toujours, et ça peut paraître un petit peu naïf, mais c'est quand même vrai. Au départ, c'est quand même le principe d'humanité qui nous porte. Et donc, même si, évidemment, qu'il y a de la compétition entre les différentes organisations, évidemment qu'il y a des frictions, que tout n'est pas un joyeux monde de partenariat vers ça, néanmoins, au final, votre leadership, vous aurez à l'exercer comme ça aussi. Et c'est en parlant avec vos pairs, en présentant votre projet. Et je crois qu'au-delà de la force de conviction qui vous animera sur ce projet-là, c'est encore une fois en s'ancrant sur les valeurs et montrer comment est-ce que ça contribuera à l'objectif global qui doit nous animer. Et là-dessus, on arrive quand même le plus souvent à s'entendre. Donc, votre leadership sera quasiment tout le temps collectif. Merci beaucoup, Alex. Mamadou, je vais passer la parole à Ségolène, pardon de te couper. Et un petit rappel qu'on traitera les autres questions par la suite si on a le temps, et sinon, on va essayer de le faire par écrit. Mais Ségolène, je sais que toi aussi, tu as beaucoup de choses à nous partager sur le leadership humanitaire, sur ton expérience du leadership et sur ton implication dans l'enseignement de leadership humanitaire. Oui, merci Myriam. Et je voudrais reprendre deux éléments assez forts qui ont été déjà évoqués par les différents intervenants, intervenantes, de réinsister en fait parce que ça fait parfaitement le lien avec ce que propose aujourd'hui cette formation dont on va parler un petit peu plus en détail. À la fois cette notion d'engagement, et je trouve que ça a été très bien évoqué, que ce soit par Mamadou, que ce soit par Alex, sur la question de cet engagement par rapport à son environnement, d'une part, et par rapport à autrui. C'est-à-dire, il y a, et c'est ce qu'on essaye de travailler dans le cadre de ce diplôme, c'est à la fois cette question d'introspection et cette question de moi, mon positionnement en tant que leader vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mes pairs, vis-à-vis de mes collègues, de mes autres collaborateurs et collaboratrices que je peux avoir, et également d'autres parties prenantes du secteur. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'engagement, on a parlé aussi d'empathie, c'est vraiment extrêmement essentiel. Et l'autre aspect qui nous conduit, qui nous amène également vers le diplôme, c'est ce goût pour l'apprentissage. Et c'est vrai que pour ramener à ma propre expérience, ce goût de l'apprentissage, je l'ai depuis toujours, mais il est vrai aussi que j'ai quitté les bancs de l'école et de l'université il y a, ma foi, pas mal d'années. Il y avait la volonté de la remise en question et de me dire, entre l'inné et l'acquis, je suis à peu près certaine qu'une formation, un diplôme peut m'ouvrir d'autres champs, ne serait-ce que par la confrontation de mes propres idées, de mes propres connaissances avec des pairs. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais insister aussi sur ce goût de l'apprentissage, parce que ce diplôme se base sur un corpus qui est à la fois très riche sur la recherche académique, en lien avec les actions humanitaires, et sur la recherche opérationnelle, en lien avec des actrices et acteurs qui aujourd'hui évoluent dans ce milieu-là. Et donc, on aborde au travers du diplôme de leadership humanitaire des comportements de leadership d'une part,
comment accompagner une transformation, comment amplifier en fait des comportements de leadership. Et aussi, et je dirais c'est une difficulté ou un challenge additionnel de le faire dans des contextes qui sont mouvants, dans des contextes qui sont aussi dynamiques et complexes que l'est aujourd'hui l'écosystème humanitaire actuel. Donc, pour rentrer un petit peu plus sur ce diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire, je voudrais insister sur le fait que c'est une formation de 3e cycle accréditée et diplômante. Elle est reconnue au niveau international. Et c'est une formation, et en cela, ça joue sur la question de l'engagement, parce que c'est une formation de 8 mois avec un apprentissage mixte qui est réparti en 4 unités. Alors, ce qu'on entend par apprentissage mixte, c'est le fait que cette formation, elle est composée à la fois de 2 unités de 11 semaines chacune, à raison d'un séminaire hebdomadaire, d'1 heure en ligne par semaine, donc, et d'environ une dizaine d'heures de travail personnel. Là aussi, c'est un engagement et une exigence aussi dans l'apprentissage. Et puis, à côté de ces 2 unités à distance, il y a de manière complémentaire 2 unités qui, jusqu'à présent, étaient proposées en présentiel. Aujourd'hui, on s'est adapté aussi à la situation, à la pandémie de la Covid-19 pour proposer les résidentiels en virtuel qui sont d'une durée de 7 et 8 jours chacune. Merci bien, Ségolène. Cette formation, je suis désolée, j'allais dire, je ne vois plus le PowerPoint, mais cette formation nous est présentée quelque part et surtout financée par USAID. Donc, on veut reconnaître leur soutien vraiment primordial. C'est en partenariat avec Deakin University à Melbourne, là où j'habite, avec le Centre for Humanitarian Leadership, qui est un centre de recherche et d'enseignement qui est basé à l'université, Deakin University, et avec Action contre la faim, que vous connaissez sans doute. Nous avons aussi cette année et depuis quelques années des bourses financées avec le soutien de la fondation IKEA. Ségolène, je t'invite à continuer avec la présentation de la formation. Oui, alors je vais éviter de rentrer trop dans le détail, les contenus spécifiques que vous pouvez retrouver par ailleurs dans une brochure qui décline effectivement le contenu spécifique des enseignements. Je voulais surtout m'attarder en fait sur ce qui constitue pour nous le cœur et l'intérêt de cette formation, qui sont davantage orientés vers cette vision dont on parlait, ces apprentissages. Quels sont les apprentissages sur lesquels on souhaite accompagner les étudiants et étudiantes qui rejoignent la formation. Si l'on peut passer sur la slide suivante, donc les apprentissages. Alors d'une part, il y a cette première unité qui concerne le monde humanitaire. Alors je le disais tout à l'heure, pour beaucoup d'entre nous, on a quitté l'école, l'université il y a déjà de nombreuses années. On peut avoir un certain nombre de connaissances qui sont beaucoup des connaissances par notre pratique opérationnelle. Cette première unité, elle vise à remettre l'ensemble des participants et participantes à un niveau commun de connaissance de ce monde humanitaire sur les valeurs et principes humanitaires auxquels les intervenants précédents ont fait référence, et de pouvoir se remettre dans une démarche non seulement académique, de l'évolution des grandes questions relatives aux principes humanitaires, avec de la recherche, avec de la documentation qui existe et qui continue à interroger aujourd'hui. Ça, c'est une première unité, elle se fait à distance. Elle est suivie et complétée par une deuxième unité qui, elle, est une unité qui va permettre d'aborder la question des comportements de leadership.
Cette deuxième unité, elle nous permet de découvrir quels sont les comportements de leadership sur lesquels la formation souhaite insister, accompagner les étudiants et les étudiantes. Donc, pour cela, on a à la fois la confrontation pratique, je dirais, des principes et valeurs humanitaires de manière opérationnelle. Et cela se fait au travers d'un exercice de simulation en temps réel qui est organisé durant cette unité soit en présentiel, soit désormais proposé également en virtuel. Donc, ça permet à la fois, ce que je disais, de l'engagement non seulement de soi, d'introspection, et également vis-à-vis des autres. Donc là, on confronte dans cette unité nos propres connaissances, nos propres positionnements et nos propres comportements, également vis-à-vis d'intervenants externes et également vis-à-vis de nos pairs. La troisième unité, elle est de retour sur un enseignement à distance. Et là, on a désormais à la fois de la connaissance théorique et académique, et on a eu accès à ces comportements de leadership. Donc, l'unité 3, à distance, elle est en quelque sorte la fusion des deux, c'est-à-dire le leadership appliqué aux opérations humanitaires. Et donc là, on va pouvoir accéder à de la discussion, du débat, de l'échange, y compris avec des intervenants externes et des experts et expertes sur plusieurs sujets qui sont les sujets d'actualité du secteur humanitaire actuel. Je prends pour exemple les questions relatives à la géopolitique, les questions relatives à l'urbanisation. De la même manière, la localisation, ce terme si polémique qui aujourd'hui est fortement d'actualité, comment les uns, les unes et les autres nous positionnons par rapport à ces sujets. Et enfin, nous avons cette quatrième unité qui est de nouveau soit en présentiel, soit en résidentiel intensif virtuel. Cette quatrième unité qui est finalement la démonstration du leadership humanitaire, c'est-à-dire de votre leadership humanitaire, et qui vient parachever l'ensemble de la formation. On considère qu'à l'issue des 3 premières unités, vous êtes désormais en capacité de démontrer, d'incarner aussi votre style de leadership. Je voulais terminer là-dessus parce que, comme ça a été évoqué précédemment, il n'y a pas un style de leadership universel, il y a vraiment à chacun et chacune son propre style. La priorité étant de pouvoir l'incarner, d'être authentique dans les messages, dans les comportements et les valeurs que l'on souhaite porter. Voilà, merci beaucoup Myriam. Merci à toi Ségolène. Je regarde l'heure et je sais que Alexandre, tu dois nous quitter bientôt, donc si jamais c'est déjà l'heure, n'hésite pas. Et on te remercie vraiment de ton... Je reste encore un peu. Ok, d'accord. Très bien. J'aimerais vous parler des critères d'éligibilité pour entrer dans ce diplôme. Donc, nous cherchons des candidats qui ont 5 ans d'expérience dans une organisation gouvernementale engagée dans des interventions humanitaires ou la gestion des situations d'urgence ou dans le développement de programmes. Nous cherchons aussi des candidats qui ont au moins 3 ans d'expérience dans un rôle managériel ou de leadership, qui cherchent vraiment à se développer à ce niveau-là. Il faut d'abord, et je pense que c'est un des critères vraiment très importants, une volonté de développer des compétences personnelles, dont a beaucoup parlé Mamadou aujourd'hui, et des compétences professionnelles de leadership pour avoir un impact positif sur le secteur humanitaire. Il faut aussi une maîtrise du français à l'oral et à l'écrit
est une disponibilité minimum de 10 heures d'études par semaine. Il n'y a pas 10 heures de cours, bien entendu. Il y a une seule heure de cours, mais avec les lectures et les discussions, cela équivaut à peu près 10 heures d'études par semaine. Bien entendu, pour les unités 1 et 3 dont parlait Ségolène, qui se font à distance et non pas en mode présentiel. Il faut également un bon accès à Internet parce que justement, les études se font à distance. J'aimerais vous présenter maintenant un de nos anciens étudiants, Dagobert Blondon, qui est là parmi nous, qui est le major de la dernière promotion et lauréat de notre médaille Abruzzo, qui est financée par Save the Children Italie. Allô, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là parmi nous. J'allais dire ce soir, aujourd'hui. J'aimerais savoir si tu voudrais bien nous partager un peu quelques anecdotes, quelques histoires sur comment ta formation t'a servi sur le terrain depuis avoir terminé. Elle m'a pas mal servi pour prendre beaucoup de recul sur nos pratiques, et je dirais sur les pratiques en tant que au jour le jour au sein de nos organisations, et donc repenser un peu comment on fait. Parfois on a des petites intuitions qu'il y a des choses qui marchent pas, mais on a du mal à se sortir de comment on fonctionne au jour le jour et de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Et ça, je trouve que la formation, elle a beaucoup aidé à le faire. Elle a aidé à le faire pendant la formation, parce qu'on a pas mal de devoirs à rendre, mais c'est pas des devoirs à rendre comme à l'école à l'époque, qui sont complètement sortis du contexte et théorique. C'est toujours très lié à ce qu'on est en train de faire et à notre pratique actuelle. Et donc ça aide pas mal aussi au cours de la formation à penser, parce qu'on continue à travailler en parallèle, à penser notre travail et à revoir les choses. Et ça aide pas mal aussi à repenser, à prendre du recul sur le système humanitaire local dans lequel on travaille. Parfois, on a un peu l'habitude, on est dans notre ONG, on a tel type de projet, on les propose de telle manière à tel donateur, et on fait peu preuve d'initiative souvent, et ça aide aussi à repenser un peu les manières dont on travaille et à essayer de challenger certaines manières qu'on trouve qui sont pas forcément optimum. Et comme tous l'ont dit avant, il y a je pense que cette formation, elle nous a tous aidés, tous les étudiants, à avoir un peu plus de vision, qui est une des parties du leadership, mais aussi d'avoir un peu plus de confiance à se lancer, à avoir le courage d'essayer d'impulser des changements dans nos organisations. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on est dans des positions de tout changer, mais ça nous a permis, je pense, de savoir comment le faire, d'avoir le courage de le faire. Et sur certains points, moi, je sais que ça a pu marcher. En parallèle de la formation, donc je travaillais au Liban pour une ONG Première Urgence Internationale. Et en parallèle et après la formation, on était en complète révision de notre stratégie opérationnelle, et en même temps dans une restructuration des ressources humaines assez lourde, avec des choix assez durs à faire, stratégiques pour le futur. Et je pense que tous les enseignements que j'ai pu avoir, à la fois des enseignements très individuels sur le leadership personnel, mais aussi des enseignements plus larges sur des possibilités de transformation, sur la vision humanitaire en général, les valeurs qu'on veut porter en tant qu'organisation, en tant qu'individu, etc., m'ont beaucoup aidé pendant cette période et après. Merci beaucoup. Et il y a encore cette histoire de courage qui revient, et aussi de réflexion sur soi. Est-ce que tu peux aussi nous partager quelques pensées ou quelques conseils aux personnes ici qui sont peut-être en train de se poser la question, est-ce que je veux faire cette formation? Est-ce que je peux faire cette formation? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, n'y allez pas si vous voulez le faire, si vous pensez que vous pouvez le faire qu'à moitié.
C'est quand Ségolène et les autres collègues disaient que c'est une formation qui est quand même assez lourde, c'est vrai, c'est une bonne dizaine d'heures par semaine, c'est solide. Il y a pas mal de lectures et là je conseille de les faire vraiment au fur et à mesure en prenant des notes, etc. Parce que bon, dans tous nos travails, on a des périodes d'urgence et de rush. Et donc, il y a une semaine, 2 semaines où tu n'as pas le temps de trop travailler sur le cours. Et la troisième semaine, quand il faut s'y remettre et rattraper 2 semaines, ça devient assez lourd. Donc, ça demande un peu d'organisation. Mais après, on l'a fait, on l'a tous fait. Je pense, on était des gens très bien, mais on n'était pas des surhommes et des surfemmes dans la formation. Et on a tous réussi à le faire en menant en parallèle notre travail de tous les jours, en menant nos vies personnelles aussi. Voilà. Donc, c'est clairement faisable, mais ça demande juste voilà, que vos collègues et votre chef soient conscients que vous êtes aussi là-dedans, que votre femme, votre mari, votre petit ami soient aussi au courant que vous allez avoir cette charge pendant quelques mois supplémentaires et c'est très faisable. Et encore une fois, c'est passionnant, donc on s'y prend, c'est dur, c'est une charge de travail, mais c'est aussi agréable, quoi. Merci beaucoup. Et je vous encouragerai aussi tout le monde qui écoute, je veux dire, de rentrer en contact avec nous si vous avez des questions. Si vous vous intéressez mais vous n'êtes pas sûr, si vous pensez que la charge de travail risque d'être un peu trop, on est toujours là pour vous soutenir et j'espère, Dagobert, que ça a été ton expérience personnelle aussi, que l'équipe était là pour soutenir et que l'on comprend bien que oui, il s'agit de faire plusieurs choses en même temps. Il n'y a pas que les études, mais pour la plupart des personnes, il s'agit de faire les études et de travailler en même temps, ce qui n'est pas évident. Et encore une fois, on n'est pas seul. Il y a bien entendu l'équipe pédagogique qui est toujours là, enfin qui a toujours été là pour nous aider et à l'écoute. Et puis il y a aussi les autres participants. Et c'est une formation où on est très en lien avec les autres étudiants. Et je pense une des richesses de la formation que moi j'ai trouvée, c'est aussi la diversité des personnalités, des parcours. On avait des gens très très différents, mais qui étaient tous à la fois sympathiques et très intelligents. Et donc ça a formé aussi un corps. On était très solidaires avec des gens qui avaient des idées, des manières de faire un peu différentes. Et donc finalement c'était très riche et on était tous là à soutenir un peu les uns les autres. Donc quand on y est, on n'est pas tout seul derrière son ordinateur non plus. Et très rapidement, notamment après, vous allez voir, après le premier présentiel ou la première fois qu'on travaille vraiment tous ensemble de manière très intense, ça crée des liens assez forts et il y a des forts mécanismes de soutien ensuite qui s'organisent. Merci beaucoup. C'est vrai que les présentiels sont des moments très, très riches partagés ensemble. Avec Ségolène, nous sommes en train d'organiser notre premier présentiel digital. Et je pense qu'aussi que nous allons vivre aussi des moments très forts, même si c'est un format tout à fait différent. Dagobert, merci beaucoup de ta présence parmi nous ce soir, de ce que tu as partagé. Et encore félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Merci à vous. Si justement vous êtes intéressé à cette formation, nous allons rester encore quelques minutes si vous avez des questions. Une question importante qui vient d'être posée, c'est quelle est la différence entre le diplôme d'études supérieures de leadership humanitaire et le programme de leadership humanitaire? C'est une très très bonne question. Il n'y a pas de différence, c'est la même formation connue sous plusieurs noms et nous venons de prendre la décision d'appeler cette formation par son nom officiel. Donc, c'est le diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire. Ça fait beaucoup, mais c'est la même formation. Très bonne question, merci. Donc, si vous vous intéressez au cours, vous pouvez tout d'abord aller sur notre site web où vous trouverez, j'espère, la réponse à la plupart de vos questions. Mais n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous.
il y a l'adresse email qui se trouve également sur le site web et nous poser des questions auxquelles vous ne trouvez pas les réponses sur le site web ou des questions à qui les réponses sont sur le site web. On serait de toute façon ravis de rentrer en contact avec vous par email. Un point assez important, c'est qu'il faudrait s'inscrire avant le 31 octobre. Raison pour cela, c'est que notre trimestre commence le 9 novembre avec le premier cours le 10. Et il faut absolument s'inscrire avant le 31 octobre pour que nous ayons tout simplement le temps de vous donner accès à tout ce qu'il faut pour être prêt pour le premier cours. C'est bientôt, on le sait. Donc, on vous encourage de rentrer en contact avec nous au plus vite si vous avez des questions sur ce cours. Cette formation, comme a mentionné Dagobert, nécessite le soutien de votre employeur. Je ne parle pas que de soutien financier, même si c'est possible de demander à son employeur de payer la formation pour nous. Tout à fait possible. C'est quelque chose qui arrive souvent, mais aussi le soutien émotionnel, quelque part, pour le temps qu'il faudrait dédier aux études pendant les 8 mois de la formation. Je vous rappelle également qu'il y a des bourses disponibles et qu'en faisant la demande de candidature, vous pouvez également faire une demande de bourse. Nous avons pas mal de bourses cette année, donc je vous encourage vraiment à regarder les sites web pour en savoir plus et à rentrer en contact avec nous. Ségolène, est-ce que ça te dit de répondre à quelques questions de la part des participants sur le cours? Oui, avec plaisir. Je regarde nos questions, je suis désolée. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les rentrer dans les commentaires. Quel est le processus d'évaluation lors des unités? Alors, le processus d'évaluation, il est constitué de 3 évaluations variées pour chacune des 4 unités. Donc, à chaque fois que vous souhaitez valider une unité pour pouvoir passer à la suivante, il faut que vous composiez, que vous soyez en mesure de répondre dans les délais impartis et sous les formats académiques proposés à ces 3 évaluations. Qui sont de nature différente selon que l'on est sur les unités à distance, où là, elles sont davantage orientées sur une approche plus académique, puisque c'est aussi l'une des ambitions de la formation, de vous permettre de vous refamiliariser avec de la méthodologie de recherche académique, avec des outils de la documentation, et donc d'être force de proposition aussi, avec des compétences rédactionnelles et orales pour remplir ces évaluations. Pour les évaluations qui sont sur les présentielles, là, on essaye de composer à la fois de l'évaluation écrite et des évaluations qui sont plus en lien avec la simulation en temps réel elle-même. Super. Et est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de la simulation, justement? Alors, je peux en parler pour insister sur le fait que c'est un moyen, disons un outil comme un autre parmi ceux qui sont utilisés au cours de la formation. Pour nous, il était essentiel qu'il y ait à la fois cette combinaison, non seulement du volet académique dont on a beaucoup parlé,
et également d'un volet pratique, que vous soyez en mesure de pouvoir tester en fait ces comportements de leadership, que vous puissiez les pratiquer, les comparer en bienveillance avec vos pairs et y compris avec d'autres intervenants et intervenantes externes. Donc la simulation, elle permet en fait en temps réel de tester un petit peu la manière dont vous allez pouvoir pratiquer ces comportements de leadership. La troisième composante, puisqu'on a effectivement cette simulation, on a les éléments académiques, la troisième composante, et plusieurs intervenants ont insisté là-dessus, c'est la composante d'accompagnement aussi sur le coaching. Il est vrai qu'on insiste aussi énormément sur la valeur ajoutée de cette formation au titre de son développement personnel et professionnel. C'est pouvoir se questionner sur ses ambitions, de pouvoir se questionner sur son propre style de leadership et de se dire que finalement, le coaching, il est complètement personnalisé, il est adapté à la personnalité de chacun et de chacune, il va avec votre définition de votre plan d'action, de la vision que vous avez envie de formuler pour votre carrière. Et surtout, cette formation, elle sert de tremplin pour la suite. Elle est vraiment une forme d'accompagnement pour vous permettre de poursuivre en fait ces réflexions, de vous permettre de poursuivre cette dynamique qui est enclenchée au cours de la formation. Merci beaucoup et merci d'avoir parlé du côté coaching aussi. C'est super, c'était ma prochaine question. Alors, c'est parfait. Mamadou a déjà évoqué ce côté de la formation aussi. Justement, notre dernière question de la part de Fanta Diop touche au coaching et à la réflexion personnelle. Donc, la question, et je vous laisse choisir qui voudrait répondre à cette question. Fanta dit, je voulais avoir votre avis sur l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la construction de leadership. Bon, en tout cas, peut-être juste un mot avant de laisser Mamadou et Alex compléter. L'intelligence émotionnelle, elle fait partie intégrante de ce programme, en ce sens que, et on l'a évoqué également au cours de la discussion, c'est l'engagement, c'est une capacité à se mettre en perspective, non seulement vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres aussi. Et j'insisterai, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi être capable non seulement de se remettre en question de manière assez saine pour soi, dans son évolution et au stade de sa carrière où nous en sommes, et aussi par rapport à l'altérité. Je trouvais extrêmement intéressant que Dagobert insiste sur le fait que l'intelligence émotionnelle, c'est de reconnaître et d'intégrer le fait qu'une diversité de cultures, une diversité de pratiques, diversité d'organisation. On n'est pas là uniquement sur de l'entre-soi, d'organisations non gouvernementales internationales. Au contraire, la richesse aussi de la formation, elle réside dans la richesse des cohortes qui sont constituées. Et donc, que l'on fasse partie d'une organisation internationale, d'une ONG nationale ou internationale, ou encore d'autres acteurs de l'écosystème. Merci Ségolène. Je voudrais aussi mentionner que le diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire, il y a bien un diplôme à la fin. Donc, à la fin de ces 4 unités dont parle Ségolène, vous allez bien recevoir un diplôme d'études supérieures, justement. La dernière question pour Alex, Ségolène, Mamadou, Dagobert aussi. Je vous demande, s'il vous plaît, de réfléchir à une chose pour vous qui vous a vraiment marqué à travers cette formation, de manière personnelle ou professionnelle.
et qui reste vraiment un souvenir très fort pour vous. Essayez de penser à une chose à partager, 1 minute chacun. Et nous avons beaucoup de questions. Je vous remercie. Nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, en tout cas pas en live, mais nous allons essayer de faire notre possible pour y répondre par écrit après. Alex. Merci Myriam. Merci. Parce que je l'ai tout de suite en tête, hein, cette partie, je pense, qui m'a le plus marqué dans cette formation, c'est le témoignage des personnes externes. En particulier, celui de Jeanne Gapia m'a énormément marqué et je l'avoue, ça a été un moment intense en émotion. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus là-dessus? Pourquoi ça t'a tellement marqué? Parce que tout simplement, je pense que dans le déroulé, dans les formations que nous avons auxquelles nous avons l'habitude d'assister, et je le vois la même chose dans les questions que les participants ont posées, on a besoin d'exemples, on a besoin de particularités qui nous donnent les informations nécessaires. OK, on est en face d'une situation, comment on a réagi? Et le témoignage de Jeanne Gapia, c'était un peu ce qu'on recherchait exactement en matière de parcours d'un leader. Il s'est passé beaucoup de choses. Elle a eu à faire face à des situations très complexes, face à son ministère, face aux autorités locales et comment elle a pu réagir par rapport à ça et surtout comment elle a pu délivrer des choses qui la concernaient elle-même en profondeur. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut magnifier dans cette formation. C'est comment on arrive aujourd'hui à partager le vécu pour étayer nos propos et aller au-delà d'un cours magistral ou aller au-delà de la partie théorique. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants externes dans cette formation et je pense que ça fait vraiment des moments forts pour beaucoup de personnes. Dagobert, est-ce que tu as un souvenir particulier à partager? Oui. Oui, moi je pense que les simulations ont été des moments extrêmement forts. Enfin, sans trop déflorer, on est en équipe avec des gens qu'on connaissait pas forcément avant. Il y a des choses, des moments durs, il y a des moments drôles. C'est un peu comme, en termes émotionnels, c'est un peu comme vivre une mission humanitaire, mais dans un temps très ramassé, quoi. Donc c'est très fort et on crée des liens très très forts avec les gens de son équipe et on apprend aussi beaucoup sur soi-même dans un temps très réduit. Enfin, c'est des moments très très forts, ouais. Très bon souvenir là-dessus. Merci beaucoup, Alex. Oui. Je pense que c'est la puissance du coaching et cette dimension-là de la formation qui, d'ailleurs, je pense, la démarque de toute autre formation sur le leadership humanitaire. C'est la puissance de transformation des séances de coaching. Je l'ai vécu en étant coach sur 2 promos et je me souviens d'avoir été vraiment impressionné par ce que disait Mamadou un peu plus tôt en disant il y a ce travail d'introspection que vous découvrirez dans la formation où on apprend à mieux comprendre ces zones d'inconfort et là où on ne va pas être bon et les identifier et avoir des prises de conscience là-dessus, c'est quelque chose, et moi je l'ai pris pour moi, c'est-à-dire que même en étant coach, on est coaché et on fait ce travail d'introspection, c'est très important. Et donc, même sans avoir suivi la formation, mais en l'accompagnant, j'ai fait l'expérience de ça. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement fort. La prise de conscience, l'apprentissage de soi et de voir comment dans les situations les plus intenses, on réagit. Encore aujourd'hui, hein, plusieurs années après, c'est encore quelque chose que je travaille et qui m'est vraiment utile. Ouais. Merci beaucoup. Et Ségolène? Oui, et je reviendrai sur, puisque j'ai pas eu l'occasion de le partager, mais j'ai aussi suivi cette formation en 2015.
Donc, je suis aussi passée par ces différents états à la fois de fébrilité, d'apprentissage et l'une des intervenantes aussi, pour revenir sur ce qu'elle avait dit tout au début de la formation, du côté transformatif. Et elle nous avait dit à l'ensemble de la cohorte, vous sortirez de cette formation changée, transformée. Et je me souviens très bien m'être fait la réflexion à ce moment-là, en démarrage de formation, je trouvais ça un petit peu excessif, me semblait-il, de parler de transformation et il me semblait que c'était un petit peu au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'une formation. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça résonne très fortement en moi et en particulier sur... pour moi, visuellement, c'est l'ouverture du champ des possibles. Et c'est comment cette formation, elle m'a permis aussi d'ouvrir ce champ des possibles, de ne pas forcément rester au poste que j'occupais à ce moment-là, d'aller explorer, d'aller toucher, d'aller ambitionner aussi d'autres choses, d'autres opportunités pour ma carrière. Donc, ce champ des possibles, pour moi, c'est ce qui me marque très fortement en lien avec la formation. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir partagé ces pensées assez personnelles aussi pour conclure notre temps partagé ensemble. Nous avons pour finir une vidéo que nous allons passer pour ceux qui sont là, qui font partie de la promotion actuelle. Vous allez reconnaître certaines personnes. Je vous remercie d'avoir passé ce temps ici avec nous aujourd'hui. Je remercie fortement nos intervenants d'avoir été très présents parmi nous. Dagobert, merci aussi de ta présence et de ton partage. Donc, merci à tous et à toutes. Et nous allons terminer notre moment ensemble avec cette vidéo. Je vous encourage à nous écrire si vous avez des questions et nous allons partager l'enregistrement de cette session avec le PowerPoint par email dans les jours qui suivent. Merci beaucoup. Merci, au revoir et bonne suite. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.